Un merci chaleureux d'abord de cet accueil depuis mon arrivée ici. Un peu fatigué, je dois dire, parce que le voyage a été un tout petit peu long, mais content de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions sur des sujets que j'ai pu aborder. C'est arrivé d'ailleurs une fois ici au Maroc, mais dans d'autres pays, j'ai eu l'occasion de beaucoup parler de cette question de l'économie et de l'éthique, des affaires et de l'éthique dans l'entreprise. On a fait tout un travail de formation à l'île Maurice il y a quelques années de cela, quand le gouvernement avait lancé cette idée d'une taxe sur la responsabilité sociale des entreprises, qui avait généré un travail conséquent. Le centre dont il a été fait question et dans lequel je travaille au Qatar, qui est sur la législation islamique et l'éthique, a un chantier sur la question de l'économie et de l'environnement et de la responsabilité, de la réflexion éthique sur ces questions-là. Et donc vous allez voir que je vais aborder la question aujourd'hui de façon, je l'espère, assez rigoureuse quant à votre suivi, parce que ce que je ne veux pas, c'est que vous veniez avec des pensées générales sur l'éthique et vous sortiez avec des pensées globales sur les possibilités, mais c'est de partir de choses assez concrètes et de passer du concret de la gestion et de la compréhension en termes de principes vers l'économie plus globale. Donc je ne vais pas commencer par les grandes pensées globales pour arriver à la gestion quotidienne. Je vais plutôt partir de quels sont les principes éthiques et puis ensuite aller vers les considérations plus globales et sur notre responsabilité aujourd'hui quant à cette question. Donc une introduction avec 3 points prioritaires et puis ensuite je vais essayer de mettre en évidence quels sont les principes et les objectifs éthiques sur lesquels nous sommes assez d'accord universellement, quelles que soient nos références humanistes et philosophiques pour certains, athées pour certains, agnostiques pour d'autres, religieuses ou spirituelles, et voir comment transversalement nous sommes d'accord là-dessus, sur ces principes-là, et comment, au fond, ceci va se traduire dans la question concrète de notre quotidien, et ce qui vous concerne vous, puisque pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans l'entreprise, dans les affaires, dans l'économie, et que vous soyez d'ailleurs dans le domaine économique ou pas, vous êtes tous des agents économiques. Pour la simple et bonne raison que vous êtes des consommateurs. Et qu'il y a une éthique de la production, mais il y a une éthique de la consommation. Et que s'il n'y avait pas d'éthique de la consommation, eh bien, par la force des choses, est induit par l'éthique de la consommation, ce qui va être produit. Si aujourd'hui la question de l'environnement, de la question verte est devenue une mode, c'est parce qu'on s'aperçoit que le client est intéressé par cela. On fait de l'argent avec l'éthique de la production aujourd'hui. On fait de l'argent avec le label écologique, le label économique. Pourquoi? Parce que le public montre de l'intérêt. Donc on est bien dans la logique économique. C'est que la demande va induire le type d'offre que l'on va proposer à ses consommateurs ou à ses clients. Donc c'est aussi important de penser l'autre versant, donc que vous soyez dans le domaine qui produit ou qui travaille dans les affaires ou dans l'économie ou dans le domaine qui consomme, par la force des choses, nous sommes tous appelés à la réflexion éthique, dans ce que l'on produit comme dans ce que l'on consomme, puisque les deux sont liés. Ayant dit cela maintenant, qu'est-ce que l'on entend par éthique? Et sans rentrer dans la définition, une chose qui va nous déterminer tous en tant qu'agents et en tant qu'êtres humains. Parce qu'il faut commencer par parfois rappeler des principes simples, mais dans la complexité, dans la rapidité de nos vies, nous devenons des agents et parfois nous oublions que nous sommes des êtres avant d'être des agents. L'agent ne peut être agent que s'il est être. Mais il y a des agents qui oublient d'être et qui fonctionnent comme agents, uniquement comme agents. C'est-à-dire qu'ils sont un rouage d'un système qui les dépasse. Et que beaucoup d'entre vous aujourd'hui, malheureusement, par la force du système dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons, nous devenons des agents et que la conscience se perd. Or, l'éthique, elle fait stopper la machine. Elle demande à la machine de questionner son fonctionnement et sa direction. Sur la base de 2 choses.
universellement. Vous trouverez ceci dans les philosophies occidentales comme dans toutes les religions monothéistes, comme dans toutes les spiritualités. L'éthique, c'est un appel à deux considérations humaines. La conscience de l'homme et son sens de l'obligation. Cela veut dire que l'éthique appelle d'abord à la conscience, et que nous avons une conscience dans notre agir, et que nous donnons à cet agir du sens, que l'agir a du sens. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que, à force d'oublier de revenir à ce principe-là, c'est-à-dire, pourquoi faites-vous ce que vous faites, et au nom de quoi le faites-vous? C'est une très bonne question à un chef d'entreprise. Le but, c'est le profit, ou le but, c'est la dignité et le profit, ou le but, c'est la dignité. Si c'est que la dignité, faites pas dans les affaires. Si c'est que le profit, vous êtes dangereux. Mais si c'est la dignité et le profit, vous êtes un être humain respectable. Parce que le but, ce n'est pas d'oublier le profit, puisque le profit, c'est le moteur de la vie. Même en matière spirituelle, nous vivons dans le profit. Vous avez même des savants musulmans qui disaient le degré premier de la foi, c'est l'imam et c'est la foi du commerçant. Il donne parce qu'il sait qu'il va le recevoir, parce que le Coran nous le dit. Est-ce que je vais vous enseigner un commerce? Qu'est-ce que c'est ce commerce? N'oubliez pas votre âme, le paradis ne vous oubliera pas. Vous oubliez votre âme, vous aurez ni la dignité humaine, ni le paradis. Donc on est dans un commerce, c'est le début. Après, il faut passer au-delà du commerce. Il faut se méfier de faire du commerce avec l'au-delà. Enfin bref, ça c'est une autre question. Mais tout ça pour dire que nous sommes bien ici dans deux dimensions qui sont importantes. C'est la dimension de la responsabilité. Et quand on parle d'éthique, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la responsabilité humaine basée sur deux choses, fondée sur deux choses. La raison humaine qui comprend le sens et la conscience humaine qui lui donne une direction. Qui donne une direction à l'agir. C'est-à-dire agir en conscience, quel que soit ce que l'on fait. Et en particulier ici dans le domaine de l'économie. Et une autre question qui est importante, et qui est importante pour chacun d'entre nous, parce qu'au fond, si nous sommes tous des êtres de raison, si nous avons tous, et nous comprenons tous que nous avons une conscience, et que ce que l'on va demander, c'est aux agents économiques comme aux responsables d'entreprise d'avoir une raison, d'avoir une conscience, il y a une question qui va être déterminante pour chacun d'entre nous, c'est quelle est la source de cette éthique? D'où est-ce que ça vient que l'on s'arrête à dire ça c'est bien ou ça c'est mal? Est-ce que nous sommes d'accord sur un certain nombre d'éléments? Et ça c'est une question qu'il faut qu'on se pose, en particulier quand l'économie devient globale. Quand l'économie devient globale, quand finalement ce qui se passe ici à Casablanca est aussi induit par ce qui se passe à travers le monde, il faut se poser la question que quelles sont les sources de mon éthique? D'où est-ce que ça vient? Et ici, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui sont aussi transversales. Malheureusement, beaucoup des Africains, beaucoup des Arabes, beaucoup des Marocains, beaucoup des musulmans ont même oublié que tous ces débats-là avaient lieu dans la conscience musulmane historique. Et que vous avez essentiellement trois positions. Vous avez une position qui est une position de la philosophie antique et de la philosophie occidentale aujourd'hui qui dit la source de l'éthique, c'est la rationalité humaine. Nous allons nous mettre collectivement d'accord sur quelque chose avec laquelle, ou sur des principes avec lesquels nous sommes, par la force des choses, en accord, parce que notre raison collective y parvient ensemble. Exemple, la justice. La justice qui consiste à dire, si vous êtes un être humain comme moi, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, que vous soyez noir ou que vous soyez blanc, en face de la loi, vous êtes égaux. C'est la justice et l'égalité de la dignité humaine. Ça, nous pouvons y parvenir, et c'est ce qu'a fait, en l'occurrence, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parvenir à des principes par l'interconnexion des rationalités universelles, au-delà de nos références culturelles. Certains questionnent ceci, d'autres ne questionnent pas, mais c'est ça. L'autre source, et puis vous allez voir que, par exemple, même dans la tradition musulmane, si vous la connaissiez et si vous l'étudiez, vous allez vous apercevoir qu'il y avait des tenants de cette attitude-là qui étaient les Mu'tazila. Les Mu'tazila disaient la conscience collective suffit à produire la morale, l'éthique. Je ne vous fais pas un cours de philosophie, mais si vous êtes des entrepreneurs et si vous travaillez dans l'économie et que vous n'avez pas un minimum de philosophie, vous êtes des entrepreneurs dangereux.
Mais c'est aussi clair que ça. N'importe quelle personne qui s'engage dans l'action humaine, qui gère des êtres humains ou de l'argent, et qui n'a pas le questionnement philosophique de l'éthique au départ, peut être dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui peut confondre les moyens qu'il a pour parvenir avec les finalités de ce à quoi il doit parvenir. Et quand vos moyens deviennent vos fins, vous êtes dangereux. L'argent n'a pas pour but de faire de l'argent. L'argent a pour but de bien vivre et de faire bien vivre. Mais quand vous oubliez que l'argent était au départ pour essayer de nous faire vivre et que finalement vous ne vivez que pour l'argent, eh bien vous êtes dangereux. Et pas simplement dangereux pour la société, vous êtes dangereux pour vous-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui se disent, c'est pas faux ça. Oui, vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc à partir du moment où le moyen est devenu la finalité, nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse humainement. Et donc, dans la tradition musulmane, les Mu'tazila disaient, ça vient de la rationalité collective. La révélation n'est venue que confirmer ce que ma raison produit. D'autres disent non, la raison peut, mais elle ne peut pas sans l'aide de la révélation. La révélation dit, confirme, mais vient donner ce sur quoi nous allons être d'accord. Pourquoi ? Parce que si la rationalité humaine peut être d'accord sur les fondamentaux, elle n'arrivera pas à aller plus loin. On va très vite se disputer sur les éléments secondaires. On peut dire la justice, tout le monde est d'accord. Attention, quelle justice? Oui. Parce que quelqu'un peut vous dire, oui, moi je suis pour la justice, mais je suis pour la justice des complémentarités. Et la justice des complémentarités, elle est problématique. Parce que si vous êtes mon complémentaire, je peux décider que je suis le maître et vous l'esclave. C'est très juste. C'est juste. Je suis le maître, vous êtes l'esclave. C'est complémentaire. La justice des complémentarités peut dire la justice comme principe, nous sommes d'accord, sa traduction ne le sommes plus. Et certains vont dire nous avons besoin d'une révélation. Et ça a été l'attitude dans la tradition musulmane des Ash'arites. On dit la révélation est fondamentale. Par opposition, Mu'tazila. Ça, c'est dans la tradition musulmane. Mais vous allez trouver ceci dans les discussions chrétiennes avec la pensée sécularisée ou la pensée laïque. En disant, c'est la religion, c'était l'Église qui déterminait ce qui était juste. Elle est le référent. Et puis, vous avez des gens qui sont entre les deux. Ils disent, on a besoin de la raison et on a besoin de la révélation. Tout est une question de marier les deux. La révélation confirme la raison, et la raison a besoin de la révélation pour ne pas se perdre dans la dispute rationnelle. Et ça, c'était l'attitude des Maturidiyya, qui disaient il faut les deux. Ça, on l'a dans la tradition musulmane. Mais encore une fois, si on connaît notre histoire, nous voyons que ça, c'est transversal. C'est transversal dans la tradition bouddhiste, dans la tradition hindoue, dans la tradition confucéenne, comme dans la tradition chrétienne et juive. On a ceci transversalement. Et les traditions philosophiques. Je vous dis ceci pourquoi? Parce que quand on va rentrer dans le domaine de l'économie, il faut se poser la question des sources. Et que quand vous vivez au Maroc, vous ne pouvez pas simplement venir avec la rationalité comme référence. Vous devez tenir compte d'une source qui est culturelle et religieuse qui vous entoure. Une culture d'entreprise est toujours le miroir de la culture sociale dans laquelle elle naît. Ou alors on crée des schizophrènes. Et là, vous êtes encore dangereux. Alors, si vous êtes pour le profit des schizophrènes, alors je ne vous dis pas. Là, on est dans la... Et je vais vous dire une chose, c'est que dans beaucoup d'entreprises que l'on voit naître dans le Sud, il y a une double schizophrénie. C'est-à-dire une obsession de l'américanisation en termes de performance. C'est-à-dire on va faire la même chose sans tenir compte de la culture du pays dans lequel on est, et en plus de ceci, sans tenir compte de principes éthiques qui doivent réguler le travail. On est dans la perte de soi, dans la poursuite de l'autre, et dans la double aliénation, dans le sens et dans les objectifs. Et donc c'est pour ça qu'il faut se poser cette question, qu'est-ce qui va fonder mon éthique, là où je me trouve? Et que quand vous êtes au Maroc, dans une société majoritairement musulmane, vous ne pouvez pas ne vous en tenir qu'à l'islam de façon dogmatique, ça ne marchera pas, mais nier la référence culturelle, linguistique du pays dans lequel vous êtes, quand vous pensez l'éthique, ça ne peut pas aller non plus. Il faut une éthique qui naisse de quelque part, qui connaisse ses sources et qui sache ses orientations. Et on dit ça,
Ça, c'est aussi donc les deux sources. Et vous trouvez ceci, encore une fois, vous trouvez, si vous lisez un livre comme le livre de Henri Bergson, qui avait écrit Les deux sources de la morale et de la religion, il vous dit des sources qui viennent de différentes choses, qui viennent de la pression collective. C'est assez intéressant. Bergson, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il dit l'une des sources de la morale vient de l'exercice de la collectivité. Et que quand vous êtes dans l'entreprise et dans les affaires, vous venez de quelque part, vous êtes dans un terreau culturel. Et vous devez tenir compte de ça. C'est déterminant. On n'a pas une éthique qui transcende les cultures sans s'incarner dans des cultures, dans des mémoires, dans des psychologies. Raison pour laquelle la culture éthique de l'entreprise marocaine, c'est d'admettre qu'elle est marocaine. J'ai bien dit d'admettre qu'elle est marocaine. Même s'il y a une obsession, enfin, francophone et francophile, ou de ce qui se passe. Encore une fois, rien n'est mauvais dans tout cela, à partir du moment où on est dans l'équilibre. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ayant dit ceci, qu'est-ce que va nous dire l'éthique? C'est le troisième point sur lequel j'aimerais insister. Donc, premier élément, le sens de la responsabilité, la raison et la conscience. Le deuxième point, c'est la dimension de la source, raison, révélation, et en tout cas la culture, et en tout cas la psychologie collective, qui porte ceci, parce que c'est l'histoire des hommes. Et le dernier élément qui est important, qui vient de l'éthique, c'est que ce que nous impose la réflexion éthique dans nos activités, c'est les objectifs supérieurs de notre agir. Pourquoi? Faisons ce que je vous disais au départ. Et là, vous allez vous apercevoir que quand vous questionnez vos actions, ce que vous dites sans vous en rendre compte, mais vous dites vraiment, c'est quelle idée vous avez de l'homme. Quel est le concept, quelle est la conception de l'homme que vous avez? Quand vous dites, voilà les objectifs de mon entreprise, voilà les objectifs de l'économie. Quand vous dites quels sont les objectifs de votre action, implicitement, vous êtes en train de définir l'idée que vous avez de l'homme. Oui? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain dans ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je vais, comment vais-je me définir comme femme ou comme homme dans cette action économique ou dans cette culture d'entreprise? Quel homme je veux voir être et se transformer dans mon entreprise? Et donc l'éthique dit toujours quelque chose de l'homme, parce qu'elle dit quelque chose de la responsabilité. C'est sur cette conception de l'homme. La deuxième des choses aussi, c'est quand vous avez une culture, une éthique économique et une éthique des affaires, vous avez une pensée sur la valeur des comportements. Quel type de comportement vous attendez? Et quand vous dites quel type de comportement vous attendez, encore une fois, c'est une définition de l'homme. Dites-moi une des actions que vous considérez la plus noble, et je vous dirai quelle conception vous avez de l'homme. Si une des actions, c'est de réussir financièrement, personne ne le dira comme ça. Personne ne dira, l'essentiel, c'est de réussir financièrement. Parfois, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, c'est ce que nous leur laissons entendre. Tu n'es que quelqu'un que parce que tu rapportes. Parce que la pression est telle que finalement, on traduit ça. On ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que les choses peuvent se comprendre. Ce n'est pas l'utilité humaine à la société, c'est le profit humain dans la société, le profit financier dans la société. Donc la question ici qui va ressortir, c'est que dans notre façon de déterminer l'éthique, on va avoir une conception de l'homme, des valeurs fondamentales que nous attendons de l'homme, et puis une autre chose qui est aussi importante, c'est quand vous êtes chef d'entreprise, des fois on a envie de s'asseoir avec quelqu'un qui est un leader, qui est un entrepreneur ou qui est un économiste, et on dit, j'ai une question à vous poser. Quelles sont vos espérances? Qu'espérez-vous dans ce que vous faites? Là, vous allez voir que tout sort. La question éthique, la question fondamentale, tout sort ou tout ne sort pas. C'est-à-dire, quelles sont les espérances que vous avez dans ce que vous êtes en train de faire? Et qui est une question que chacun d'entre nous ici doit se poser fondamentalement dans sa vie personnelle, mais dans son engagement social. Quelles sont vos espérances? Qu'est-ce que vous faites dans ce que vous êtes en train de produire et dans votre engagement économique? Et je dis ceci parce qu'il ne faut absolument pas que dans notre façon de considérer l'économie, nous déconnections l'économie de toutes ces questions. L'économie, si elle est déconnectée de ces questions-là, devient une idéologie en tant que telle. L'économie, au départ, ce peut être une science humaine, mais si elle est déconnectée des questions de la conception des valeurs comportementales et de l'espérance, elle devient une idéologie. L'économie se transforme en idéologie parce qu'elle fait tout à coup le choix de ne plus se poser des questions éthiques. Ça devient une idéologie en tant que
une idéologie dont le seul objectif est le profit. Décider que l'objectif de l'économie est le profit et uniquement le profit, et qu'on va se servir des hommes pour le profit, c'est une idéologie. Ça se traduit comme une idéologie, et donc là on n'est plus du tout dans l'ordre de la science humaine, on n'est plus du tout dans l'ordre du questionnement. Maintenant, ayant dit ceci comme introduction du cadre dans lequel on est, vous pouvez vous dire c'est parti très haut, pas vraiment en fait, c'est très simple ce que je dis. Mais ça pose nos réflexions et notre questionnement personnel. On en arrive à une chose qui est déterminante quand on en vient à un sujet ce soir. Se poser la question de savoir ce qu'est justement la dimension de l'éthique dans l'économie et dans les affaires. Il y a une première des choses qui est dite dans notre conception, ici. Dans l'ordre des choses et dans l'ordre de l'humain, l'être humain, et vous savez qu'on a même parlé de Homo economicus, c'est-à-dire l'être humain, comme un élément intrinsèque de son être, est un agent économique. C'est un être économique. C'est-à-dire que l'idée de l'offre et de la demande, de la relation interpersonnelle, elle participe de notre nature humaine. Il n'y a pas d'être humain sans entrer directement dans l'ordre de l'économie, et c'est donc une activité nécessaire, elle est propre à l'être humain, elle est propre à son bien-être. Parce que l'être humain, c'est être humain et c'est chercher son bien-être. Et une fois que vous avez dit ceci, et que ça fait partie de l'être humain d'agir, immédiatement se pose la question de l'éthique. Pourquoi? Parce que l'éthique, c'est la régulation de l'agir. C'est-à-dire la régulation, je dis l'agir, c'est le gros lapsus, c'est la régulation de l'agir. En reconnaissant une chose, c'est que l'être humain, dans l'ordre de l'économie, est dans l'ordre de l'interdépendance. L'économie stipule que les êtres humains sont dans nous avons besoin des uns des autres. Et dans l'agir de ce besoin que nous avons des uns des autres, nous allons devoir faire avec l'éthique et la régulation. Parce que le commerce est un besoin fondamental, parce que le profit est un besoin fondamental. Pourquoi? Parce que le profit dans le commerce, c'est ce qui est le moteur de l'action. Donc toute personne qui pense, c'était ça le problème que nous avions un temps avec la pensée marxiste et communiste. C'était de penser que vous pouviez, au bout du compte, sacrifier votre bonheur personnel et votre profit personnel au nom de la collectivité. Et ça ne marche pas. Si vous pensez que vous pouvez induire l'agir uniquement pour vous sacrifier pour la collectivité et ne pas trouver du profit, eh bien ça ne marche pas. C'est tellement vrai cette notion du profit, elle est liée à l'économie, que finalement, même dans l'éthique, il faudrait que les gens trouvent leur profit dans l'éthique pour que l'éthique fonctionne. Vous voyez? Je donne un exemple. Quand on était à l'île Maurice et qu'on parlait de l'éthique, il y a un des plus... c'est le plus performant des entrepreneurs. Il faisait plus avec son entreprise que 3 des plus grands secteurs de l'économie de l'île Maurice. Donc une grosse pointure. Et qui m'écoutait parler, qui me dit, tout ça c'est bien, mais tant que vous n'aurez pas traduit tout ce que vous dites sur le plan économique en profit pour celui qui le porte, eh bien vous pouvez continuer longtemps à parler. En d'autres termes, il faut comprendre que la pensée, que l'éthique dans l'économie doit aussi être intégrée au fait que s'il y a plus d'éthique en économie, il faut que l'on comprenne que cette éthique est porteuse d'un profit. Il ne sera peut-être pas financier, mais il sera différent. Il faut qu'on y gagne quelque chose. Et même Marcuse, vous vous souvenez de 3M, Marx, Mao Marcuse. Marcuse était le penseur de la gauche des années 60. Et il disait, un des grands problèmes que j'ai dans la transformation intellectuelle des populations, c'est qu'il faut créer en eux le besoin de ce besoin de changement. Et le besoin, qu'est-ce que c'est? C'est que le besoin, il faut qu'ils sentent qu'il y aura du profit à changer, qu'ils vont y gagner quelque chose. Donc nous sommes des êtres qui agissent comme ça. C'est ça l'homme économique, c'est l'homme qui est mu par son intérêt. Nous sommes comme ça. Même dans la relation avec Dieu, nous sommes comme ça. Au fond, au bout du compte, c'est notre intérêt, c'est-à-dire on espère être élu. Il
Il y a que Al-Badawi qui dit si l'enfer et le paradis et l'enfer, si je fais que pour le paradis, mets-moi en enfer, et si je fais que pour l'enfer, pour éviter l'enfer, mets-y-moi. Non, c'est pourquoi elle voulait le stade supérieur de la relation à Dieu. Être mu que par l'amour. C'est pas donné à pratiquement tout le monde dans cette salle si c'était les ans. Nous ne sommes pas dans cette relation. Nous sommes mus par nos profits. Nous sommes mus par nos profits. Et donc il faut intégrer ceci comme une des composantes de la culture de l'éthique. Parce que l'idée que plus d'éthique, ça voudrait dire moins penser à son profit, non, il faut y penser différemment. Voilà. C'est une différence qualitative. L'éthique en économie, c'est changer la qualité de notre rapport au profit. Ça ne veut pas et trouver son profit ailleurs. Et ça, souvenez-vous et entendez-le. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait au bout de temps. Vous connaissez le produit intérieur brut. Ben, eux, ils ne calculent plus le produit intérieur brut, ils calculent le bonheur. Ils ont fait un indice du bonheur. Et puis vous avez un autre indice qui est l'indice du développement humain, qui a lieu avec le bien-être. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a du profit dans le bonheur. C'est pas dans ta poche, mais c'est dans ton cœur. Vous voyez, cette dimension est très importante. C'est comme ça qu'il faut commencer à comprendre les choses. Et dans toutes les traditions philosophiques anciennes, ou les traditions religieuses, c'est toujours ça dont on parle. Attention. Faites attention, à force de penser votre profit dans l'extériorité de votre être, vous devenez des instruments, vous devenez des machines. Il faut penser votre profit dans l'intériorité et l'extériorité. Pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. À l'extérieur de votre être, vous devenez des machines. À l'intérieur de votre être, vous devenez inopérants, inefficaces. Il faut l'équilibre. Donc ceci, c'est une chose qui est importante parce qu'il faut commencer par stipuler ceci. Nous sommes des êtres économiques, nous allons devoir nous impliquer et la question éthique vient immédiatement parce que l'éthique vient avec l'agir. Et donc, comment développer, quels sont ces principes sur lesquels il faut que nous fassions très attention? Alors là, on en vient à des principes généraux très pratiques. Très pratiques. Et quand on va les stipuler maintenant, vous allez voir que ça doit directement rentrer dans votre culture d'entreprise. Directement, ça doit être des principes qui sont liés à l'agir en matière d'agent économique, comme agent économique individuel ou collectif, ou comme chef d'entreprise. Et là, vous devez mesurer ça, c'est-à-dire mesurer dans votre entreprise, dans votre action économique, quelle est la nature de votre relation à ce principe-là. Et là, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de principes qui sont transversaux. Et le premier principe, il est important, et vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans tous les processus qui sont liés à ce qu'on appelle le printemps arabe ou les processus de transformation et de démocratisation. Je ne les appelle pas comme ça, mais on est dans l'obligation et on doit reconnaître que des dictatures tombent au moins, qu'il y a des ouvertures. Ça, c'est l'acquis, c'est la prise de conscience qu'on va vers plus de liberté. Il y a une question qui s'est posée à tous ceux qui faisaient référence à soit la référence culturelle, soit la référence religieuse. Et ils ont été obligés de dire une chose que dans la conscience éthique, il faut commencer. Quand je dis responsabilisation et conscience, raison et conscience et responsabilisation, qu'est-ce que je dis implicitement? Que le premier principe de la culture en économie, comme dans la culture de l'entreprise, doit être le fondement de la liberté humaine. On commence par la liberté. Et on commence par la liberté, ça veut dire de comprendre que les agents économiques doivent avoir la liberté d'agir et la liberté de choisir. Et que cette liberté, c'est l'un des premiers principes de l'éthique. Parce que si on n'est pas dans la liberté, si on ne laisse pas les gens être dans la liberté, donc vous avez bien compris ce que je suis en train de dire. Liberté, essence du profit. Il faut être libre et pouvoir travailler pour son profit. Mais il faut cette liberté-là. Toute culture politique et économique, toute politique économique qui minerait le sens de la liberté humaine serait en contradiction avec ce qu'on veut produire comme une éthique de la responsabilité. L'éthique de la responsabilité suppose la liberté de l'agent. Et ça veut dire quoi aussi? Pas simplement de celui qui mène l'entreprise. La question de tout chef d'entreprise, c'est de se poser la question: quelle marge de liberté je donne à mes employés? Parce qu'avec la liberté, c'est leur autonomie, et leur autonomie, c'est quelle marge je leur donne pour pouvoir en être autonome et libre, être créatif là où ils sont.
Alors, il y en a certains qui sont de très bons chefs d'entreprise, mais qui étouffent leurs employés. Il n'y a pas de place pour leur autonomie. Or, une éthique des affaires suppose la liberté des agents, c'est-à-dire laisser des espaces de créativité. Donner la place à celui ou à celle pour qui travaille avec nous de pouvoir s'épanouir dans sa liberté. Par la nôtre, de ne pas être uniquement des exécutants de notre projet, mais des agents de leurs espérances. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est comme ça, c'est que par cela que commence la dignité humaine. Si on va parler de dignité, elle commence d'abord par la question de la liberté. Qu'est-ce que vous dites de la liberté de l'agent économique et de l'agent des affaires? Quelle est leur marge? Et s'il y a une éducation, si l'éducation veut dire quelque chose dans nos sociétés aujourd'hui, c'est de produire des gens éduqués qui soient porteurs de leur liberté et porteurs de leur choix, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et ça veut dire aussi que quand on parle de liberté, dans l'éthique de l'entreprise et de l'économie, il va y avoir une question de l'autorité. Donner de la liberté, c'est déléguer de l'autorité. Donner de la liberté ou reconnaître de la liberté, c'est déléguer de l'autorité. Et qu'une culture d'entreprise aujourd'hui, on s'aperçoit partout, c'est dans toutes les études concrètes de ce qui se passe dans les entreprises aux États-Unis ou même aujourd'hui en Chine et au Japon, ce qu'on voit, c'est la transmission de l'autorité, c'est-à-dire la délégation de l'autorité sur le fondement de la liberté de l'agent économique. Et donc cette idée que tout est décidé par le haut et que c'est une structure strictement pyramidale, ça ne va pas. Il faut des délégations. Ça, c'est une dimension qu'il faut que dans les sociétés du Sud, on comprenne bien, on comprenne cette dimension de protéger la liberté des agents, protéger leur autonomie et protéger leur créativité. Et malheureusement, dans beaucoup de discussions que j'ai avec ceux qui sont les promoteurs de l'économie islamique, dont je ne partage même pas la formule, moi je suis pour une éthique islamique en économie, je ne sais pas ce que c'est qu'une économie islamique, mais pour beaucoup d'entre eux, on discute des structures, on ne discute pas de ces fondements-là. Quel type de nature à la liberté de l'autonomie, de l'agent, de sa créativité économique. Le terme créativité est sorti de notre vocabulaire arabe et musulman, malheureusement. Premier élément. Deuxième élément, qui va être déterminant aussi dans la gestion de soi, comme dans la gestion dans l'économie, comme dans l'entreprise, c'est la justice. Et ça, c'est déterminant aussi. La justice, c'est le traitement équitable de ses partenaires comme de ses contreparties. Il y a fondamentalement une islam, et vous allez voir ça transversalement, une économie qui se fonde sur la justice. Mais vous avez bien compris, si je dis liberté au départ, et ça veut dire responsabilité et autonomie, puis ensuite je dis justice, c'est-à-dire que la justice va limiter votre capacité à, puisqu'on le sait, la formule de Rousseau est juste, elle est fondamentale, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres, elle est très très importante, elle est une notion de justice. Ma liberté s'arrête où commence la tienne, donc je suis dans l'équilibre, et l'équilibre c'est le symbole de la justice. Donc on est dans cet équilibre-là en permanence. Donc c'est pas une liberté sans limite. Raison pour laquelle quand on entend aujourd'hui Stiglitz et quand on entend Soros, qui sont des anciens qui étaient des défenseurs du capitalisme et du néolibéralisme, c'est dire qu'aujourd'hui, le capitalisme nécessite une régulation. Qu'est-ce que c'est réguler? C'est établir des règles. Établir des règles entre quoi? La liberté et la responsabilité qui est la tienne et la liberté des autres. Donc on est dans cet équilibre-là. Une économie qui se fonde sur cette justice-là est importante. Le traitement équitable des uns et des autres. Et ça, il faut mesurer ceci. Et ça se mesure dans nos entreprises, ça se mesure dans nos économies. C'est-à-dire, dire plus d'éthique en économie, c'est quel type de justice défendons-nous? Aujourd'hui, vous le voyez bien, le système international et l'économie globale produit 150 à 200 000 morts par jour, qui sont les conséquences immédiates d'un ordre. Cet ordre-là est injuste. Il est injuste et indigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le profit de certains se fait sur la mort des autres.
avec quelque chose qui est humainement et philosophiquement terrible. C'est-à-dire qu'on suppose que la dignité humaine de ceux qui font le profit, c'est-à-dire que leur être a plus de valeur que ceux qui meurent dans le sud. Et que la valeur se mesure à la productivité financière. C'est-à-dire qu'on en est là. Ça, si vous le traduisez en termes philosophiques, c'est du racisme. C'est du racisme. C'est le racisme ordinaire. C'est-à-dire que vous avez la valeur de votre porte-monnaie. C'est ce qu'on voit tout le temps. Ça, c'est très dangereux. Mais ça, c'est normalisé. C'est un danger normal. Donc, deuxième des éléments. Troisième des éléments, ce qu'on a dit, la dignité des individus. Et donc, vous voyez bien la connexion entre justice et dignité. Et ça, aussi, la dignité, on l'a aussi dans notre tradition musulmane. Vous voyez, c'est pas uniquement les musulmans, c'est la dignité de l'être, mais on l'a dans toutes les traditions. La dignité, c'est important. Et la dignité, c'est quelle est la reconnaissance de votre statut d'être qui ne peut pas être traité n'importe comment. Et dans une culture, dans une économie, cette dimension, dans la culture globale, c'est de reconnaître l'égale dignité de chacun. Ça, c'est la justice. Et l'égale dignité de chacun, vous ne reconnaissez ma dignité que quand vous avez reconnu que j'étais un agent libre. Je ne suis pas le sujet de vos choix, je suis le sujet de ma propre conscience et de ma propre liberté. Ça, c'est important sur le plan global et sur l'économie globale, mais c'est important dans tout ce que vous faites dans vos entreprises. Est-ce que vous pouvez, en regardant vos employés, en regardant vos collègues, en regardant dans là où vous êtes, dans votre espace de travail, est-ce que la liberté est protégée? Est-ce que la justice est appliquée? Est-ce que la dignité est reconnue? Et de là où vous êtes, quand vous êtes chef d'entreprise, il ne faut pas vous poser la question de savoir si c'est le cas pour ceux qui sont autour de la table. La question ne se passe pas pour les présents, la question se pose pour les absents, ceux qui travaillent pour nous, loin de nous. Est-ce qu'ils sont ceci? Est-ce que ceci est respecté? Ça, ce sont des principes qu'on va retrouver transversalement, encore une fois, de façon importante. Quatrième principe, c'est celui de la transparence. Et la transparence, on a parlé tout à l'heure de liberté de délégation d'autorité. Qui prend les décisions et où? Et ce qui est aujourd'hui très important, et s'en aperçoit, beaucoup d'entreprises fonctionnent avec beaucoup d'efficacité, non pas parce que tout est su par tout le monde, mais ce qui doit être su par certains est effectivement su. La transparence, c'est la bonne information là où elle doit être. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire tout à tout le monde, il y a des choses qui restent à un certain niveau, mais ce qui doit être su par certains, il faut qu'ils le sachent. Il faut que les modalités de l'information produisent de la transparence. La transparence, c'est ce que je dois savoir, je le sais, de façon à pouvoir bien faire ce que je dois faire avec ce que je sais. Mais toute rétention d'information est un jeu avec le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir, disait Foucault, et il a raison. Dans une culture d'entreprise, c'est capital. Donc, comment gérer les transmissions d'informations? Qui doit savoir quoi? Ça, c'est déterminant. Mais encore une fois, si vous regardez toutes les traditions philosophiques, si seulement nous revenions même à des choses qui se passaient, même dans notre tradition musulmane, vous allez vous apercevoir que c'est exactement la même chose. En fait, dans toutes les situations de transparence et de délégation de pouvoir, il y a des informations que certains doivent connaître et des informations qui sont spécifiées à certaines personnes. Donc on a des niveaux d'information. Toute la question est de ne pas oublier dans les niveaux d'information la justice, c'est-à-dire qui doit savoir comment, qui doit savoir quoi, et la dignité des individus et leur liberté. Et donc tous les éléments éthiques sont ici importants et sont connectés en matière de transparence. Et puis évidemment, la corruption. Le mal le plus universellement partagé, et beaucoup dans le Sud. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire. Après, on peut s'asseoir ici au Maroc et dire que de toute façon tout va mal dans le Sud parce que tout se décide dans le Nord. Mais quand même, une chose qu'on ne peut pas ne pas dire, c'est qu'en matière de l'économie nationale, ou des affaires nationales, un des plus grands maux, ce qui tue beaucoup de l'économie marocaine, c'est la corruption. Et même dans les affaires. Et il y a la corruption sur laquelle on ferme les yeux,
Il y a la corruption à laquelle on participe de basse intensité. Parce que s'asseoir et puis regarder en haut du sommet de l'État en disant c'est tous des corrompus, c'est facile. Ensuite, on regarde à son niveau, quel est le taux de corruption accepté dans nos affaires. Vous savez ce que c'est que la corruption acceptée? C'est ça qui vous dit, mais tout le monde fait ça. Et si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir. Oui. C'est cette idée que finalement, on ne réussit qu'en acceptant la corruption normalisée. Et une autre question, est-ce qu'il est vraiment impossible de s'en sortir sans corruption? Est-ce qu'il ne faut pas un peu de courage pour trouver, être créatif et s'en sortir? Et bien aujourd'hui, il y a des entreprises, partout dans le monde, partout, dans le nord comme dans le sud, qui minimisent et qui réussissent peu à peu à se sortir de ce cycle. Et qui refusent. Après, il faut du courage. Après, il faut accepter de gagner moins pour être mieux. Pour être mieux, se sentir mieux. La question est un rapport d'équilibre entre ces deux dimensions. Mais à un moment donné, c'est un choix. C'est un choix qu'il faut faire. Mais me dire aujourd'hui à moi, j'ai pas le choix, c'est un choix. C'est un choix de se dire qu'on n'a pas le choix. Il est rentré avec tout le monde. Après, il y a des stratégies pour pouvoir, et des étapes pour pouvoir s'en sortir. Mais la question de la corruption, en matière d'éthique économique et des réalités des affaires, aujourd'hui, elle est capitale. Et c'est le mot qui touche le plus. Je veux dire, quand je discute avec des économistes de la Banque mondiale, on me dit, mais c'est très difficile de discuter avec les pays africains et tout ceci, parce que, je veux dire, 50%, on est dans l'économie grise. Parce qu'ils veulent me laisser entendre, eux, qu'à la Banque mondiale, ils sont dans l'économie blanche. Enfin, c'est un peu tout gris, quoi. Bref. Donc ça, on est dans un élément de la transparence, dans l'information, comme dans les éléments de la corruption, dans les rapports de pouvoir. Deux choses que je dois ajouter avant de passer à la deuxième partie et d'aller vers ma conclusion, c'est que il y a une chose qu'il faut intégrer à l'éthique. Si nous sommes d'accord que dans les questions de notre engagement économique, de notre engagement aux affaires, la question du profit est là. Il faut intégrer à l'évaluation éthique le sens de la performance. Il ne faut pas penser l'éthique loin de la performance. Parce qu'alors on se trompe, ce que je disais tout à l'heure. Il faut intégrer l'éthique et dire ma performance aussi fait partie. C'est-à-dire, j'évalue ma performance à partir de principes éthiques. Et dans mes principes éthiques, il y a la notion de la performance. C'est-à-dire comment nous réussissons, quel profit nous faisons. C'est-à-dire ne pas distinguer les deux. C'est-à-dire que le pire dans la pensée éthique, c'est de dire bon, ben, il y a le profit que l'on fait et l'éthique que l'on a. Non. Il y a l'éthique que l'on a qui fait partie du profit, et le profit, ça fait partie de l'éthique. Il faut évaluer son profit en termes aussi éthiques. Il faut l'intégrer comme un élément qui fait partie de la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a gagné, comment on a évalué, comment on a appliqué ces éléments-là en matière des principes que j'ai précités. Et fait partie aussi de l'évaluation éthique, et bien entendu, le fait de parvenir à ses objectifs, et ça aussi, ça fait partie de la responsabilisation et de la conscience. Dire que ce qui est important, c'est qu'on n'arrivera pas à penser une économie éthique, ou plus d'éthique en économie, ou de l'éthique dans les affaires, si nous n'avons pas, par exemple, les programmes qu'on peut avoir pour une année, pour 2 ans, pour 3 ans, c'est-à-dire des évaluations de cela. Or, c'est ça qui est le grand problème que nous avons, c'est que nous évaluons facilement notre bien, mais pas forcément nos principes, ou la fidélité à des principes. Et ça fait partie d'une culture d'entreprise, il faut l'intégrer à sa culture d'entreprise. C'est-à-dire ce qu'ont fait les Nations Unies avec l'indice de développement humain ou la question du bonheur, c'est-à-dire fait partie de mon évaluation, la dimension de mon rapport avec le principe. Or aujourd'hui, je suis désolé, pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez avoir une morale personnelle, vous pouvez avoir une morale dans la vie quotidienne, vous pouvez avoir... mais souvent, dans la culture d'entreprise, on est dans une schizophrénie, on ne le place pas, c'est pas évalué. C'est-à-dire que
on accepte dans nos cultures d'entreprise des choses qui ne sont pas éthiques, et on le sait, mais c'est l'entreprise, c'est mon travail. Et en tant qu'agent économique, on suppose qu'on n'a pas de responsabilité. Or, aujourd'hui, le Maroc n'ira pas mieux si les agents économiques et les agents, les entrepreneurs n'intègrent pas l'éthique dans leur mode de rapport à la production, à la responsabilité interpersonnelle, à la responsabilité sociale. Ça, ce sont des choses qui sont déterminantes. La question est de savoir, dans vos entreprises, dans votre travail, où est l'évaluation éthique? Où évaluez-vous, dans votre travail, votre fidélité à vos principes? Vraie question. Où le faites-vous? Vous le faites au sommet? Vous le faites en situation intermédiaire? Vous le faites avec vos employés? Vous le faites avec les gens avec lesquels vous travaillez? Où est ouvert ce débat, cette réflexion sur la fidélité à nos principes? Et non pas simplement l'évaluation de nos performances. Parce que évaluer uniquement des performances, c'est forcément trahir des principes. Forcément. Vous êtes forcément en contradiction avec la pensée éthique. Et ça, c'est déterminant. Et bien, dans tout ce que je viens de dire, une chose déterminante, c'est que fait partie de la pensée éthique en matière économique, ce qu'on a dit implicitement depuis le début de cette intervention, c'est le bien-être. Le bien-être. Alors on s'en est rendu compte, les cultures cultures d'entreprise les plus performantes aux États-Unis se rendent compte. Il faut le bien-être. Alors maintenant, par exemple, quand vous avez entendu ce que fait Google, par exemple, quand vous rentrez dans l'empire Google, vous avez tout à disposition. À la limite, vous êtes tellement bien dedans que vous n'avez plus envie de sortir. C'est ça le but. Le but, c'est que vous allez prendre des produits, c'est tout gratuit. Vous avez tout à disposition. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer dont vous auriez besoin, on vous le donne. Donc vous êtes bien. Et très productif. Mieux tu es, mieux tu produis. Alors, à partir d'un certain moment, on peut prendre cet exemple-là et prendre Google et marocaniser Google. Allez-y, welcome. Vous pouvez faire ça. Ou alors vous pouvez vous dire, non, moi j'ai une autre éthique. Mon éthique, c'est pas simplement de la performance. C'est faux, en fait. Éthiquement, c'est faux. Qu'un employé dans une grande entreprise, il vienne et puisse avoir tout gratuit. Pourquoi on lui donne tout gratuit? Pourquoi il ne paye rien? Pourquoi il faut qu'il soit bien dans sa gratuité pour produire moins et que moi je vais faire de l'argent sur son travail? En fait, on lui dit, c'est tout gratuit, tu penses que tu es bien, mais tu vas produire pour notre grand bien à nous. T'es une vache. Allez, travaille, sois bien avec nous. Et nous, on rentre. C'est éthique ça? Non. Est-ce qu'il faut faire la même chose? Non. Mais comment fait-on au Maroc pour traduire le bien-être ici, pour respecter la dignité, la justice, l'autonomie, c'est-à-dire tous les principes dont on a parlé, et donner ce bien-être qui va permettre d'être plus productif? Il y a une chose qui est déterminante, qui est importante, c'est que vous ne le réussirez que si vous tenez compte de la culture nationale. Une culture qui est d'entreprise, mais qui tient compte du lieu où elle est, et qui ensuite va chercher deux choses. Soit uniquement la performance, alors vous googlisez, soit une véritable bien-être culturel, éthique, qui évalue le rapport au principe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est très profond. Ça veut dire qu'il faut accepter là où on vient, ça veut dire qu'il faut évaluer ce que les gens peuvent espérer. C'est-à-dire qu'il faut véritablement, être créatif. Il ne faut pas simplement penser à la performance, mais le bien-être là où on est, dans la diversité. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes et qui doivent être là. Et ça veut dire tenir compte de la mémoire, tenir compte de la langue, tenir compte de la temporalité. La temporalité. C'est-à-dire que, par exemple, je veux dire, et puis le milieu socio-religieux aussi. Moi, quand je viens sur le temps, certains me disent, oui, il ne faut pas appeler Tarek Ramadan, chaque fois qu'il parle, ça parle d'islam. Et alors, quel est ton problème? Quel est ton problème si je parle de ça? À partir du moment où je n'en parle pas comme une prison où l'on s'enferme, mais comme une source à laquelle on se ressource. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser qui puisse nous permettre. Vous êtes dans une société majoritairement musulmane, si vous avez une culture d'entreprise qui se confronte aux valeurs de votre pays, vous n'aurez jamais des employés qui se sentiront bien. Ou alors seulement certains, pas tous. Mais le but, c'est de donner à tous la possibilité d'être leur bien-être. Je leur
aujourd'hui, on vient me dire que dans des entreprises marocaines, tu ne portes pas le foulard, parce que ça ne fait pas bien, le client n'est pas content. Ben, il faut peut-être changer un peu le client et sa perception. Parce qu'on est au Maroc. Le but au Maroc, c'est de jamais imposer, ni qu'on mette le foulard, ni qu'on impose de l'enlever. T'es libre, puisque c'était ce qu'on a dit au départ. Une éthique au Maroc, t'es libre. Mais si t'es libre, t'es libre. C'est pas je pense au client, t'enlève ta liberté. Le client, il n'aime pas ça. Attendez, comment on va faire que nos employés soient bien si on est dans une culture de la sélection? On choisit pour eux ce que leur conscience doit leur dire. Non, c'est pas comme ça. En même temps, c'est incroyable, parce qu'on vient au Maroc, et on s'aperçoit qu'au Maroc, on prend des décisions sur ces questions-là, et qu'aux États-Unis, ils font le contraire. Tu veux porter le foulard, tu portes le foulard. Tu veux porter le bandeau cible, tu portes le bandeau cible. On n'a aucun problème avec ça. Produit. Produit. Ici, c'est le contraire. Non, ça ne va pas. C'est pas bon pour l'image de la boîte. Mais tu produis quand même. Ça ne peut pas aller. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut être en phase avec même dans les temporalités. Même dans les temporalités. Vous avez vu comment ils sont. Je veux dire, il y avait des gens qui sont dans leur temporalité. Après 5 heures de l'après-midi, mais on n'appelle plus pour le travail, c'est fini. Le travail s'arrête là. Le week-end, samedi, dimanche, c'est sacré, tu ne touches pas. Il y a des gens qui respectent ça. On dit, nous, on a une temporalité, on a ce vendredi qui est important. Et pourquoi on ne respecte pas ça? Ça ne veut pas dire qu'on soit en congé, puisque la bourse de Washington, elle travaille le vendredi. On ne sera pas en congé. Mais par contre, de respecter la temporalité des gens. La temporalité fait partie de la culture. La culture fait partie de ce que l'entreprise doit intégrer. Ça, c'est de l'éthique. Pensez à ça. Là où vous êtes. Parce qu'on est enraciné ici. On fera mieux au Maroc en respectant la temporalité, les cultures, les mémoires marocaines qu'en imitant les États-Unis. Ou alors on s'américanise complètement, puis on finit par faire. Bientôt vous allez avoir des fast-food marocains. C'est déjà ça. Oui. Moi je sais. Bonne chance. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même la pensée musulmane sur ces questions-là, elle est loin derrière. Nous, on vient avec halal, haram, tu peux faire ci, tu peux faire ça. On ne pense pas. Vous savez, les savants du début, ils pensaient à le bien-être des gens, l'intérêt public des gens. Il fallait qu'on soit bien là où on est. Qu'est-ce que c'est que cette religion? Chaque fois que tu y entres, tu as l'impression que tu marches sur des œufs. Non, il faut qu'on soit bien. Mais il faut aussi que les gens, dans le milieu économique et dans le milieu des affaires, ils fassent en sorte qu'on se sente bien. Parce que finalement, on va tous se sentir mal. Ceux dans la culture d'entreprise parce qu'il y a trop de religion, et ceux qui sont dans la religion parce qu'il n'y a pas assez de vie. Et finalement, on est tous mal. Là, on a une religion asséchée, et puis là, on a une efficacité sans principe. L'efficacité sans principe d'un côté, une religion dogmatique complètement hors du monde. Ça ne peut pas aller. Et donc, je suis dans mon temps là où... Moi, je crois que je suis encore... Je suis dans mon temps. Vous me suivez? Mais vous voyez comment ça se traduit concrètement sur le plan du terrain. C'est ça l'éthique. L'éthique, c'est pas halal haram, c'est vraiment les dimensions, tout ce que je fais simplement pour les rappeler, qu'on soit bien ancré là-dedans. Cette notion de la liberté, après la responsabilité, la raison, la responsabilisation, la notion de la liberté, la notion de la justice, la notion de la transparence, la notion de la responsabilité sociale aussi, de ces dimensions sociales, la dimension de la lutte aussi contre la corruption, et puis ces dimensions du bien-être comme dimension qui est une culture d'entreprise qui doit être liée au lieu où on se trouve. Et donc, encore une fois, il faut puiser dans l'éthique que l'on produit aux sources de la culture, il faut puiser aux sources des principes philosophiques, culturels et religieux de là où on est, il faut s'inspirer de tout cela, s'inspirer, ne pas en faire un cadre dogmatique qui étouffe, mais qui inspire, qui donne de la créativité. Et ça demande des chefs d'entreprise, femmes et hommes qui sont sérieux par rapport à ça. Vous savez, moi, encore une fois, quand on vient me parler, je l'ai dit, quand on parlait du printemps arabe, on dit oui, mais dans les sociétés
du Sud, la femme est discriminée, et puis regardez maintenant, après c'est printemps et tout ça, ça s'islamise, il y a de plus en plus de foulards, et puis les femmes sont en train de régresser, ça c'est tout le discours en Occident, mais c'est pas uniquement le discours en Occident, c'est le discours de l'élite ici. Même ici j'entends ça, j'entends ça. Je me dis, mais attendez, mais quand vous êtes dans une culture éthique et qu'on parle de l'autonomie, oui, de la liberté, de l'autonomie, de la capacité d'être dignement respecté dans son... La vraie éthique du travail pour les femmes, c'est pas de savoir comment elles s'habillent, c'est est-ce qu'elles ont accès dans la culture de l'entreprise à la dignité, à la liberté, au statut égalitaire et à l'emploi. C'est ça qui est important. Vous voulez vous battre pour le droit des femmes, ne me dites pas comment elles s'habillent, dites-moi comment elles sont intégrées à une culture éthique de l'entreprise. Est-ce que dans l'entreprise, on fait en sorte qu'elles se sentent bien? Parce qu'il y a une véritable éthique même de la temporalité féminine. Non, mais il ne faut pas applaudir, il faut juste y réfléchir. La temporalité féminine, c'est quelque chose de particulièrement important en matière de rythme, en matière même par rapport à ce qu'est de porter un enfant. Aujourd'hui, on n'engage pas certaines femmes qui sont à risque de devenir enceintes, et quand elles sont passées 45 ans, on ne les engage plus parce qu'elles sont trop âgées. Dans les sociétés les plus performantes, ce n'est pas une culture éthique de l'entreprise, ça, c'est de l'usage. Quand tu es assez performante ou assez jolie, mais sans enfants, ça va. Tu commences à avoir des enfants, on va perdre de l'argent. Et quand tu as 45 ans, ça va pas. Quand vous avez ce type de discrimination, qui sont dans la culture, c'est une économie, c'est une culture d'entreprise qui utilise les êtres, mais qui ne respectent pas leur dignité. Encore une fois, là, il faut, et c'est pas pour nous de regarder ce qui se passe en Occident et de s'en moquer, parce que ça se passe ici de la même façon. C'est la même chose, on s'est bien fait coloniser sur le plan de ce type de rapport-là, et on a bien intégré ces choses-là. Donc c'est pas l'Occident qui est responsable, c'est notre conscience collective à nous tous, aujourd'hui, qui doit se poser la question de cette éthique-là. Et je termine donc en l'occurrence simplement en rappelant plus généralement, ce que je vous avais dit, on parle des choses concrètes qu'on peut faire, et plus généralement, aujourd'hui, ce qui devrait nous mouvoir vers l'avant et regarder plus généralement sur les grandes questions de notre époque. Alors aujourd'hui, la question à partir des crises. On a la dernière crise, mais finalement, toutes les crises de l'économie globale, comme aujourd'hui dans le milieu des affaires, eh bien, nous ramènent à l'éthique de l'entreprise. Et c'est maintenant devenu à la mode. Partout où je vis, on parle de l'éthique de l'entreprise, de l'éthique en économie. Tout ça, c'est devenu, ce sont des questions à la mode. Et vous avez aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, des économistes qui disent qu'il faut absolument qu'on revienne à une éthique de l'économie, parce que ce qui s'est passé avec la crise des subprimes aux États-Unis, les crédits qui étaient donnés, les gens qui ne pouvaient plus, je veux dire, le nombre de gens qui ont perdu leur maison, le nombre de gens qui ont été mis à la rue, de gens qui se sont retrouvés sans emploi, sans demeure, sans rien, aux États-Unis, le drame qui se passe aujourd'hui en Grèce, les drames qui se sont passés en Espagne ou en Italie, les réalités concrètes de ce chômage, de ces crises-là, amènent les gens à se dire qu'est-ce que l'on fait. Alors vous avez eu Nicolas Sarkozy qui appelait à la moralisation du capitalisme, à quoi ont répondu certains en disant moraliser le capitalisme, c'est une contradiction dans les termes, ce que je crois être une réalité, je veux dire moraliser, ce n'est pas des aménagements structurels qu'il nous faut, c'est une vraie pensée fondamentale. Alors aujourd'hui, vous avez certains dans le monde musulman qui disent on a l'économie islamique et qui viennent avec deux éléments qui disent c'est ce qu'il faut faire. Alors encore une fois, moi je ne pense pas qu'il y ait une économie islamique, mais il y a des questions qui sont posées à partir de deux principes et qu'il faudra qu'on pose à un moment donné et que certains aujourd'hui posent de façon fondamentale, c'est si nous sommes sérieux sur le fait que l'économie doit servir l'homme et non pas l'homme doit servir l'économie, il y a une vraie question sur la spéculation et sur cette pensée qui est la pensée de l'intérêt. C'est qu'une économie qui ne fonctionne pas sans l'intérêt et sans la spéculation est une économie qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on ne peut pas
On n'a pas de modèle alternatif sans intérêt, sans spéculation. Ce qu'on a dans certaines banques, ces transactions qu'on a, les transactions halal, ce sont des choses complètement marginales à l'intérieur du système. Tout ce qu'on a, ça n'est pas viable, on n'a pas de système interdit. Par contre, il faut poser la question, aujourd'hui, comment on fait, à partir de principes éthiques, pour questionner l'ordre du monde tel qu'il est, de l'économie, avec une spéculation à outrance, avec des flux financiers de milliards par minute que plus personne ne contrôle et qui font qu'aujourd'hui nous sommes des instruments d'une espèce d'économie virtuelle que nous ne maîtrisons pas. À un moment donné, ça échappe à tout le monde. Et quand vous cherchez les responsabilités, plus personne n'est responsable. Seulement en période de crise, tout à coup, tout le monde s'arrête, les banques sont en déficit. Qu'est-ce que l'on fait? Les citoyens payent les États qui payent les banques. Et à la fin de l'année, on apprend que les banques ont fait des milliards de bénéfices. Et on se dit, mais attendez, ça fait 2 ans, vous nous dites, tout va tomber, et 2 ans plus tard, vous avez fait des milliards, et des gens ont perdu leur travail, des gens ont perdu leur demeure, des gens ont tout perdu, et vous faites de l'argent. Et en plus de cela, celui qui est responsable de la banque, ou celui qui est responsable de l'entreprise, qui a tout fait échouer, à qui on a donné des milliards pour renflouer, lui, il sort de la banque avec des milliards comme parachute fiscal. Et mais attendez, où est la justice? Où est la dignité? Et donc nous, de ce point de vue-là, de là où nous sommes, au moins nous devons être des citoyens responsables en disant que ce système-là, c'est un système auquel il va falloir trouver des alternatives. Ça commencera au niveau local, mais en tout cas, il faut qu'on ait une conscience globale que ce système-là est problématique. Alors, on a effectivement, dans les philosophies, dans les différentes approches économiques, même dans la tradition musulmane, des principes qu'il faut mettre en avant pour résister. On n'a pas de modèle alternatif, mais on a des principes de résistance. Et le principe de résistance, c'est il faut effectivement réguler la spéculation. Il faut mettre l'économie au service de l'homme en refusant cette spéculation à outrance et cet intérêt sans âme qui fait de l'argent faisant de l'argent en niant la dignité humaine. Il faut donc résister à cela. Et de là où vous êtes, quand vous êtes dans le monde de la finance et de l'entreprise, au moins à votre niveau, il faut trouver des alternatives à l'usage des gens sans dignité ou à la production d'argent sans éthique. Au moins, à son niveau, il faut le faire. C'est la responsabilité que l'on a face à sa conscience. Donc là, on a ces éléments-là. Et en plus de ça, vous avez quelque chose à laquelle on va revenir. Dans beaucoup de pays, on en revient. Je l'ai vu en Afrique, en Amérique du Sud. Je l'ai vu récemment en Malaisie. C'est toute cette idée aussi que dans nos profits, il y a des droits pour les pauvres. Moi, j'ai des fois envie d'arrêter les musulmans. On dit, vous pouvez vous arrêter une seconde. Vous pouvez vous arrêter une seconde et vous dire simplement une chose. Il y a dans les 5 piliers pratiques de votre religion, pas simplement le fait que vous devez prier 5 fois par jour, qu'à un moment donné, à voir la société, quand on est venu vers lui, on lui a dit, nous on prie, mais on ne donne pas l'argent. Il a dit, celui qui va séparer la prière de la zakat, il est en guerre avec moi. Pourquoi? Parce que dans la zakat, il y a quelque chose qui est très important dans l'éthique de l'économie. C'est la pensée du pauvre. Et le pauvre, il n'a pas besoin de votre charité, il a des droits sur votre argent. La zakat, c'est le droit du pauvre. C'est le droit du pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque argent que vous fassiez, qui que vous soyez dans ces 5 ans, vous avez de l'argent, celui qui n'a pas de quoi manger, il a un droit sur ce que vous avez dans votre poche ou dans votre compte en banque. Ça change une conscience. Ça, c'est une vraie révolution intellectuelle. Ce n'est pas simplement une pratique qui prie 5 fois par jour, qui jeûne pendant le mois du Ramadan et qui se lave les mains pendant le reste de l'année. Ce n'est pas une conscience de la sadaqa qui est charitable, c'est une conscience de la zakat qui est juste et qui dit une chose, le pauvre qui est en face de toi, il a une dignité. Et ça veut dire que dans nos cultures d'entreprise, il devrait, au moins qu'ils viennent du Maroc, au moins de vous qui avez des entreprises, qu'il y ait une conscience très très claire que dans tous les profits que vous avez, il y a un droit du pauvre sur tout l'argent que vous gagnez. Au moins ça, au moins que vous compreniez dans tout cet argent que vous avez, qu'il ne s'agit pas d'avoir des pelles de beurre, mais au moins le droit du pauvre. Au moins le droit du pauvre, et non pas le droit du pauvre de plus pauvre que vous dans un autre pays. Il faut quand même vous souvenir d'une chose, c'est que la zakat, elle dit une chose de très très importante, c'est la conscience locale. Min arniyaim li fuqaraihim, de leurs riches à leurs pauvres ici. Alors moi je vais vous dire une chose, vous êtes combien ici à réussir? De tous les profits que vous avez, s'il y en a
un d'entre vous qui est chef d'entreprise ici et qui fait de l'argent et qui ne donne pas sa zakat, en conscience, devant Dieu ou devant son cœur, le droit de ce pauvre, et bien le jour du jugement dernier, alors là je peux vous dire, le commerce, vous l'avez perdu. Là vous avez perdu. C'est perdu. Parce que c'est son nom. Non, c'est trop sérieux là, c'est trop sérieux, c'est une vraie question. Mais vous vous rendez compte, si du Sud venait cette conscience-là, plutôt que de l'attendre des États-Unis, si du Sud venait cette... Vous savez, en plus, ce qui est absolument fou, c'est qu'il y a plus d'argent aujourd'hui qui remonte dans le Nord pour la dette que d'argent du Nord qui vient au Sud. C'est-à-dire qu'on croupit, on a de l'argent en trop, on ne sait pas quoi faire, on gaspille dans le Nord, et c'est ensuite le Sud qui paye. Il y a plus d'argent qui passe du Sud au Nord pour payer la dette. Au moins, si on avait comme créativité quelque chose qui vienne de nos entreprises, c'est qu'on fasse attention à ça. On a une éthique. Les pauvres ont souvent éduqué les riches. Les pauvres ont souvent éduqué les riches. Comme les pauvres ont souvent suivi les philosophes et les messagers. Ceux qui sont dans une société, au moins connaissent ça. Donc ça, c'est pas rien. C'est-à-dire, dans votre culture d'entreprise en matière éthique, le pauvre il a quel droit? Qu'est-ce que vous respectez de son droit et de sa dignité? Ça, c'est une question qui est déterminante. Au-delà de toutes ces questions, encore une fois, d'aménagement structurel sur ce qu'on appelle les principes de l'éthique islamique et dont je ne parlerai pas. Pour terminer, ça veut dire aussi que dans ce que nous faisons au-delà de ces instruments-là, avec des choses comme celle-ci, qui sont des choses très très simples, mais qui nous réconcilient avec une éthique, dans ce que nous faisons concrètement, au-delà de l'éthique globale et que nous voyons aujourd'hui produire autant de crises, avoir un souci prononcé pour le respect de l'homme et pour le respect de la femme. Et là aussi, s'il y a quelque chose qui peut venir des pays du Sud, ça c'est particulièrement important. Et comme je dis ceci, il faut vraiment, c'est une décision politique, si j'ose dire, décision de politique d'entreprise. C'est quel respect je donne à ceux qui travaillent avec moi et ceux qui travaillent pour moi, des femmes et des hommes. Et ça, le respect, c'est dans les 4 dimensions dont j'ai parlé. Liberté, autonomie, justice et transparence. Quel respect il y a de ceci. Et là, en même temps, encore une fois, je n'ai pas le temps, parce que là, je parle de façon transversale, mais à des moments donnés, j'ai envie de dire à des Marocains, j'ai envie de dire à tous les gens qui sont dans le Sud, mais si vous saviez combien votre culture originellement, combien votre religion originellement, elle vous pousse à ça. C'est le génie du Sud, ça. Quand le Sud se réconcilie avec son génie, quand des sociétés majoritairement musulmanes ou de culture du Sud se réconcilient avec ce qu'elles sont, cette dimension de la reconnaissance de la liberté. Mais vous entendez du fond des âges, moi des fois ça me revient, vous entendez du fond des âges un pouvoir Omar Khattab qui dit, mais depuis quand est-ce que vous pouvez traiter les gens comme des esclaves alors que Dieu les a fait naître libres? Et vous, dans votre entreprise, vous faites quoi avec les gens? Ils sont libres, ils sont dignes, ils ont une place, ils ont une reconnaissance, ils ont une liberté, ils ont de la créativité. Vous les faites fonctionner ou vous les permettez de vivre? Parce qu'il y en a dans les entreprises, ils font fonctionner les gens. Il y en a dans les entreprises, ils les font vivre. Libres, dignes, créatifs, participants, participants et organisateurs de l'ensemble de ces éléments. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse, parce qu'une éthique en économie, c'est ça. C'est pas tout le blabla, dis-moi ce qui est halal, dis-moi ce qui est haram. Bien sûr que tout ça, après, il y a des choses avec lesquelles il faut qu'on trouve des moyens de ne pas entrer dans les spéculations, d'éviter les intérêts autant qu'on peut. Tout ça, ce sont des... Mais ça commence par ces éléments-là. Vous savez, c'est aussi simple que quand quelqu'un ne prie pas, quelqu'un ne jeûne pas. Et on me dit, mais tu pratiques ta religion? Et il dit non. Et il dit, attends, je vais t'expliquer. C'est quoi pratiquer ta religion? Jeûner, ça c'est une étape de ta religion. Mais avant de prier, avant de jeûner,
La pratique de ta religion, qu'est-ce que c'est? C'est le bon comportement. C'est de ne pas mentir, c'est de ne pas tromper. Tu es déjà pratiquant si tu as déjà un bon comportement, puisque le prophète, il est venu pourquoi? Je suis venu pour parachever les bons comportements. Donc le bon comportement amène à la pratique, et la pratique confirme le bon comportement. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas pratiquant dans les piliers que tu n'es pas pratiquant dans le cœur. Donc tu commences. L'éthique, c'est ça. On commence aussi avec ces principes-là. On commence avec ces principes de respect-là. Alors ça vient de notre tradition musulmane, ça vient de notre culture, ça vient de plein de choses qui doivent faire partie de cette créativité-là. Et donc, ce que je disais, ce bien-être-là, il est important. La responsabilité sociale des entreprises, aussi, ça c'est une dimension qui est importante aussi. Alors c'est ce que je disais, comment on fait pour participer au bien-être social. Comment on fait pour être une culture d'entreprise qui ne s'occupe pas uniquement de ce qui se passe à l'intérieur, mais de ce qui se passe dans son environnement. Quelle connexion vous avez avec votre société? Votre société, c'est l'espace où vous réussissez, ou votre société, c'est l'espace où vous interagissez? Vous mesurez votre société dans ce qu'elle vous permet de réussir, ou vous interagissez? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas moi, une entreprise qui ne fait pas dans la solidarité? Mais je me pose des questions. Je veux dire, si vous avez une entreprise et que vous n'avez pas 1, 2, 3 programmes de solidarité à côté, il y a un problème. Vous servez à quoi? À faire de l'argent pour vous? Mais de la solidarité, les personnes handicapées. Vous intégrez les personnes handicapées? Vous intégrez les personnes qui peuvent avoir des problèmes sociaux, des pauvres? C'est-à-dire un programme de solidarité. Une culture d'entreprise, elle est fondée sur la solidarité pour faire quelque chose. Le bien-être, l'organisation de sorties pour ses employés, le bien-être, une culture de groupe. Mais attendez, je veux dire, on n'est pas frères autour de... Il y en a qui sont ensemble que quand ils mangent. À midi, on mange ensemble. On mange très vite parce qu'on doit retourner travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? L'interaction, la responsabilité sociale, ça peut être une taxe, ça peut être quelque chose que l'on donne, mais c'est une culture de la solidarité. Une entreprise qui sert, mais pas simplement le patron. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas la solidarité du patron qui a de l'argent, c'est la solidarité de l'entreprise qui a une vision, qui a une mission sociale. Ça aussi, c'est important aussi dans l'ensemble de ce que l'on peut faire. On a parlé du respect de l'environnement, aujourd'hui c'est devenu capital. Vous savez que l'éthique, les priorités de l'éthique peuvent changer, mais le respect de l'environnement est important. Alors on dit souvent, quand on est dans le sud, l'environnement c'est pas notre priorité, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui il faut survivre plus que... Mais aujourd'hui, pour vous qui êtes ici, en tout cas vous qui êtes ici ce soir et qui participez de cette organisation, c'est évident qu'il faut faire attention à l'environnement, une culture de l'environnement, du respect de... Vous savez, le respect de l'environnement, avant d'être simplement une attitude qu'on a vis-à-vis de l'environnement, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, c'est-à-dire comment on agit à l'intérieur de son entreprise, c'est-à-dire avec des éléments simples, avec l'eau, avec la nourriture, avec... ça, c'est déjà des choses qui sont... Puis ensuite, avec l'environnement extérieur. Et au Maroc, comme dans n'importe quel autre pays, ça doit être une dimension qui compte. Dans le livre La réforme radicale, j'ai mis comme parallèle qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui de l'économie sans discuter de l'environnement. Parce que ce qui va rappeler à l'économie son éthique, c'est le fait qu'on est en train de massacrer l'environnement. L'économie qui n'a pas d'éthique tue l'environnement, qui nous tuera tous. Parce qu'on est en train de détruire la planète, au-delà simplement de ce qu'on dit être le réchauffement du globe. C'est beaucoup plus profond que ça, notre mauvais traitement de la nature. Mais ça aussi, ça montre bien que nous avons pris les moyens pour des fins, et les fins pour des moyens. Et puis, à un moment donné, dans nos réflexions sur l'économie globale aujourd'hui, on n'a pas de modèle alternatif, mais il va falloir beaucoup mieux utiliser notre rapport au monde multipolaire qui est en train de se faire. Je le dis dans le livre sur le réveil arabe, l'une des dimensions capitales qui va aujourd'hui développer des nouveaux horizons, c'est l'ouverture de la Chine, de l'Inde, d'autres horizons qui vont faire contrebalancer le pouvoir de l'Occident. Et ça, il ne faut pas idéaliser la Chine, il ne faut pas idéaliser l'Inde. Mais ce dont il faut tirer profit, c'est le nouvel équilibre des forces internationales. Il faut multiplier les... et là, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes dans des nouvelles perspectives de relations avec l'Inde, avec la Chine, qui peuvent permettre, encore une fois, avec une vraie culture
du terroir, et non pas simplement de prendre de la Chine, ce qui permet d'être le succès, parce qu'ils sont extrêmement compétents en matière de succès économique et en matière d'efficacité et d'efficience économique, pas forcément dans l'aspect de la culture locale. D'ailleurs, ils ont une culture de l'isolement par rapport à la culture locale. C'est l'efficacité qui compte. Donc il faut savoir ici, aujourd'hui, poser ceci en termes éthiques dans les nouveaux équilibres internationaux. Donc ce que je disais, c'est que vous voyez bien la nécessité de l'éthique, vous voyez bien que ce n'est pas facile, c'est complexe, c'est multidimensionnel, qu'il faut l'intégrer à notre rapport à nous-mêmes. Et moi, vous savez, quand je visite le Maroc, on a dit que j'étais marocain d'adoption, et c'est vrai, c'est un pays que j'aime beaucoup et depuis longtemps, et j'y viens toujours avec énormément de plaisir. J'ai pas mal de problèmes avec certains Marocains, dont je sens qu'ils sont marocains de passeport, et je ne sais plus très bien d'esprit et de cœur, tellement des ordres. Ils sont, vous savez, être marocain par fierté quand on est attaqué, c'est facile. Et il y en a certains qui m'aiment bien parce qu'ils me voient réagir quand je suis attaqué. Et ça, c'est facile. Être soi quand on est attaqué, c'est facile. Ça va vous couper. Censure. Non, je plaisante. Être soi quand on est attaqué, c'est facile. On va y partir. Mais être soi dans la construction, dans ce qu'on détermine être soi, avoir une fierté de soi dans la construction, pas une fierté de soi dans l'attaque. Oui, parce que nous, les Arabes, on est comme ça. On n'est jamais autant arabe que quand quelqu'un nous dit ça l'arabe. Oui, dans le racisme, on devient arabe. Et quand il s'agit d'assumer son arabité, d'assumer sa mémoire, d'assumer même sa religion, quand tout le monde en parle de cette façon, on va dire avec sérénité, je suis ce que je suis. Et non seulement je suis ce que je suis, mais j'utilise ce que je suis pour être mieux moi-même encore. Mes références culturelles et religieuses, c'est moi. Donc je ne m'affirme pas contre toi, je m'affirme à partir de moi. Cette assurance de soi dans la construction, pas cette assurance de soi dans la réaction. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et là, parfois, j'ai du problème avec beaucoup de Marocains, beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'Algériens, où je sens que ça se perd. Une espèce de fierté d'être dans la construction qui se perd. Mais alors, il ne faut pas toucher. Ne m'agresse pas, tu vas me trouver. Mais je ne vais pas t'agresser, et le meilleur moyen de te perdre, c'est de ne pas t'agresser. Raison pour laquelle je vais vous dire une chose que les Français n'ont pas bien compris. Ils n'ont jamais rendu leurs citoyens français autant musulmans que depuis qu'ils n'arrêtent pas de critiquer l'islam. Mais ils ne se rendent pas. Ils en rajoutent et en rajoutent. On ne va pas parler moi comme ça. Il y en a qui viennent vers moi et qui me disent « J'ai découvert l'islam par les critiques qu'ils me faisaient. » Donc ce jeu-là est très négatif. Mais en même temps, je vous dis, ils redécouvrent l'islam, peut-être pas forcément dans les bons termes. C'est un islam de la réaction. Un islam de l'identité qui ne réagit pas de la sérénité qui construit. Et ça, on a un gros problème dans notre éthique aujourd'hui, quand on parle d'économie, quand on parle d'entreprise. Donc, déterminer des objectifs, déterminer les évaluations, ce que je disais. Et puis, au bout du compte, ce que j'ai dit pendant le discours, c'est de faire attention dans notre rapport à l'éthique, de garder ce rapport à notre terroir et de contribuer. Au bout du compte, il s'agit de prendre partout l'éthique dans ce qu'elle a d'intéressant et de l'intégrer, et puis ensuite de contribuer. Et donc, votre question, la question que vous avez, c'est dans votre entreprise ou dans votre... Vous, en tant qu'agent économique, personnel, individuel, qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la contribution que vous apportez au débat éthique contemporain? Et ça, il y a du travail, il y a de l'espace, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites, il y a énormément d'exemples extrêmement intéressants à travers le monde, il faut les étudier, il faut être curieux en fait. Aujourd'hui, plus d'éthique en économie et plus d'éthique dans les affaires nécessite le sens de la responsabilité et la curiosité intellectuelle. Aller chercher ailleurs ce que d'autres ont fait, non pas simplement pour les imiter, mais pour aussi se réconcilier avec nos principes.